C'est lancé. Bonjour tout le monde, très content de vous accueillir ce matin pour un nouveau webinar Legals avec Sévan, cofondateur de Fleet. Salut Sévan. Salut Florent. Donc, comme d'habitude, vous savez, côté webinar, vous pouvez échanger avec nous, on peut se dire bonjour à tous sur le chat. Vous pouvez aussi poser vos questions ici. On va attendre que chacun puisse se connecter, comme ça on a un certain nombre de participants. Et ce matin, on va avoir un beau retour d'expérience sur une belle société qui s'appelle Fleet. Et tu vas nous présenter tout ça, Sévan, notamment avec une particularité, c'est que bah, vous êtes développé de manière organique, sans forcément faire appel à des capitaux externes et des investisseurs externes, ce qui est peut-être une particularité dans le monde des startups. Chez Silegas, nous, on en voit beaucoup qui souhaitent lever des fonds, notamment au tout début, mais aussi que ce soit auprès de fonds d'investissement et qui se mettent bille en tête, on va aller lever des fonds, mais c'est pas forcément une finalité. On va d'ailleurs en parler ce matin. Donc nous, sur Silegals aussi, pour présenter très rapidement ce qu'on fait. Donc nous, Silegal, c'est une plateforme SaaS qu'on développe et qui vous aide notamment à générer toute la documentation juridique sur ces opérations sur le capital, que ce soit du financement, levée de fonds, le partage du capital auprès de vos salariés. Ce que vous avez d'ailleurs mis en place un côté Fleet et vous avez été l'un de nos premiers utilisateurs sur ces aspects en France. On est très content pour justement intéresser les salariés au capital sous forme de BSPCE ou des advisors sous forme de BSA Advisor. Et on a également la gestion de l'actionnariat, table de capitalisation, tout un tas de fonctionnalités qui vous aident à vous lancer, à vous structurer, à vous développer via la plateforme. En quelques chiffres, on est 150 et plus en tout dans le monde chez Legals. On s'est lancé en 2016 en Angleterre. En France, on est une équipe d'une quinzaine de personnes. Donc, on est en Angleterre, à Paris, à Hong Kong, Singapour et aussi à Dublin. Et l'idée, c'est en plus de vous accompagner sur ces sujets, c'est de profiter des utilisateurs qu'on a et de leurs expériences pour qu'ils la partagent avec nous et que ça puisse vous aider et de vous inspirer aussi. Et raison pour laquelle je suis très content de t'avoir ce matin avec moi, Sévan. Et si tu peux te présenter en 2 mots, et ensuite on aura ton retour d'expérience et on balayer un peu les différents sujets qu'on a échangés ensemble. Bien sûr, avec plaisir et moi aussi je suis très content d'être là. Bonjour à tout le monde. Ouais, du coup, donc moi je suis Sévan, on est 2 cofondateurs chez Fleet. Donc j'ai lancé Fleet, il y a 4 ans avec mon associé Alexandre. Alors chez Fleet, on fait, donc notre mission, c'est donc originellement, on a lancé Fleet avec pour mission de simplifier l'acquisition, la gestion et le renouvellement des ordinateurs pour les startups et les PME. Avec une offre de location très simple. On a récemment fait évoluer le service et élargi notre mission avec donc une nouvelle mission qui est de simplifier l'acquisition, la gestion et le renouvellement du matériel du lieu de travail, plus largement, workplace equipment. Donc, on ne fait pas seulement de l'ordinateur, donc on fait pas seulement de l'IT, on fait donc évidemment ordinateur, tablette, téléphone, comme on a toujours fait, accessoires IT, mais aussi on fait maintenant du meuble, du mobilier de bureau, des cabines acoustiques. Voilà, donc on a élargi notre offre. Voilà, ça se traduit par une offre en fait donc de location plutôt que de l'achat. Donc ça permet aux entreprises de dépenser moins d'argent dans le matériel. Donc plutôt par exemple que d'acheter un ordinateur de 1 000 euros et d'utiliser beaucoup de cash, vous allez louer sur la durée 50 euros par mois. Inclut du coup une garantie premium en cas de problème partout en France et en Europe. Donc c'est très aussi télétravail friendly, on va dire. Donc les employés ont un service premium de gestion de leur matériel où qu'il soit et sans perte de temps. Et on développe aussi une plateforme, un SaaS. Donc notre produit, c'est pas seulement du hardware, c'est aussi un SaaS qu'on appelle le cockpit, qui permet d'organiser et d'assigner le matériel et de le gérer à distance. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Comment on a eu cette idée avec Alex, mon associé. Donc en fait, nous, on s'est connus il y a 10 ans maintenant, ça fait longtemps. On n'est pas amis d'enfance, mais on s'est connus il y a 10 ans dans le cadre professionnel. On travaillait tous les deux pour Jumia, qui est un peu le Amazon africain, et qui a été lancé par le groupe Rocket Internet. Alors nous, à l'époque, quand on s'est sorti d'école en 2012-2013, Rocket Internet, c'était un peu la référence dans l'entrepreneuriat européen. C'est eux qui avaient lancé eBay en Europe, Groupon, Zalando, voilà, plein de sites de e-commerce.
et c'était vraiment C'était des l'école de Allemands? l'entrepreneuriat. C'était Ouais, des c'était des justement, c'est des Allemands. et leur Ouais. particularité, c'est qu'ils faisaient plus ou moins des copycats de ce qui marchait aux États-Unis. Ils essayaient de les implanter sur des pays où il y avait pas ce type de modèle, et comme tu viens de le dire, que ce soit eBay, Groupon ou d'autres. Effectivement, clairement, c'était une référence sur cet aspect. Ouais, complètement. D'ailleurs, ils ont participé au développement de l'écosystème européen. Heu, donc au début, ils ont lancé, des choses qui marchaient aux US en Europe, hein, et notamment un copycat d'eBay à la fin des années 90, voilà, un copycat de Groupon, et cetera. Et puis après, quand le marché européen s'est structuré avec quand même des acteurs, ou même les boîtes américaines qui ont été très présentes, ils ont développé dans les pays émergents. Et donc nous, c'est pour ça qu'on a travaillé chez Jumia en Afrique, et qui existe toujours d'ailleurs. Jumia, c'est coté au Nasdaq aujourd'hui. Voilà, donc on s'est rencontré avec Alex à cette époque-là. On a, appris l'entrepreneuriat ensemble en étant très rapidement, on va Vous dire faisiez quoi country chez manager. Jumia? Ouais, c'est ça? Vous Ouais, gérez c'est toute ça. la partie opérationnelle? Non, alors moi, j'ai vraiment commencé BizDev. D'accord. Ensuite, en fait, moi, j'ai quasiment lancé la marketplace de Jumia au Maroc, Algérie, Tunisie. Vraiment avec, mon sac à dos BizDev, donc avec, toutes les ressources derrière, mais vraiment, j'étais quasiment seul. Et puis, en fait, très vite, ça a grossi. Du coup, je suis passé directeur commercial pour le Maroc et ensuite country manager pour le Maroc. Donc, on est passé, tu vois, de 2 à 100 employés en l'espace de 18 mois, quoi. Et moi, en fait, à 26 ans, je me retrouvais à gérer, 100 personnes, tu vois? Donc j'avais un poste qui était quasiment un peu trop gros pour moi, hein, mais c'était un peu, ce genre d'histoire que tu avais chez Rocket, où tu te finissais avec des Ouais, postes super hyper, expérience, ouais, des postes de dingue, alors que tu étais jeune et bah, parfois trop inexpérimenté, mais au moins tu apprends sur le tas. Et Alex, il nous a rejoint un peu plus tard, à l'époque où j'étais Head of Sales, pas encore Country Manager, et il est arrivé en tant que, Head of Ops pour, l'Afrique du Nord. Et ensuite, il a pris, le poste de Country Manager Tunisie. Tu vois? Donc on a eu des parcours un peu similaires en fait, chez Jumia. Et en plus, quand tu es expat, tu crées des liens assez forts, parce que voilà, tu pas avec ta famille, tes amis, donc tu te fais des nouveaux amis et tu crées des liens assez forts avec les gens qui sont avec toi. Donc on est vraiment devenus, très amis. Et on s'est dit: «Bah, voilà», en fait, on a démystifié, avec cette expérience enfin évidemment, c'est difficile de monter une boîte, mais on s'est dit qu'on pouvait le faire, parce que, bah, voilà, on l'a vécu en tant que salarié, chez Jumia. Et donc on s'est dit: «On se retrouverait pour monter une boîte ensemble, plus tard». Donc après, on a tous les 2 eu des expériences différentes. Moi, j'étais country manager d'une boîte danoise en France qui, faisait du covoiturage et de la location entre particuliers, enfin une sorte de BlaBlaCar, Drivey des pays scandinaves. Et Alex, il a un poste aussi de direction d'une école, de code qui s'appelle Ironac. Hem et heu et en fait, alors nous, on n'a pas une histoire, enfin, on a on a eu l'idée de Flip, c'est pas genre, un matin, on s'est réveillé, on a eu une expérience difficile et on s'est dit: «Ah tiens, on va monter Flip». C'est pas vraiment ça. On a voulu, monter une boîte ensemble. On s'était posé, on a mis des critères dans un Excel. Est-ce qu'on veut faire du B2B? Est-ce qu'on veut faire du B2C, par exemple? Tu vois? Est-ce qu'on veut être un service aux entreprises ou aux particuliers? Ça, c'est très différent. Par exemple, ça détermine, pas mal, est-ce que tu vas beaucoup travailler le week-end ou pas? Si tu es un service aux entreprises, bah, tes clients, ils sont pas là, ils ferment le week-end. Voilà, si tu es un service aux particuliers, voilà, c'est plus compliqué. Et puis c'est pas et les mêmes aussi compétences, tu vois? bien sûr. B2C, c'est plus marketing, B2B, c'est plus, sales, opérations. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on a mis en fait dans un Excel. Et chaque, justement case avait un certain nombre de points? Est-ce qui faisait que vous arriviez avec, OK, c'est plutôt, Ouais, ça qui l'emporte versus, une autre idée. Et donc tu avais une différence B2B, versus B2C, vous aviez d'autres choses, ouais. dedans? Il y avait d'autres choses, bah, donc on a Marché posé aussi ou des de pardon? taille du marché par exemple ou, Ouais, taille du potentiel? complètement, taille du marché, évidemment. Fallait que ce soit un gros marché, mais ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, mais il faut quand même toujours se le dire. Il y avait aussi un truc, est-ce qu'on veut être un business de masse ou est-ce qu'on veut être un business, pas de niche, mais où rapidement, on peut faire pas mal de chiffre d'affaires avec pas des volumes, énormes. Donc est-ce que, tu veux vendre un produit avec une toute petite valeur, mais sur de la masse?
ou est-ce que tu veux vendre un produit à grosse valeur et moins massif? Et tu vois, l'ordinateur, c'est quand même, assez cher. Donc on était plutôt sur un voilà, on se disait: «On veut un panier moyen assez élevé». On réfléchissait aussi aux tendances à l'époque, tu vois? Et donc il y avait une des tendances qui était de passer de la possession à l'usage, ownership to access, bon, qui a été lancé par, enfin, tu vois, tous ces services d'abonnement et cetera. Plutôt que d'acheter des CD, tu vas être, sur Spotify, enfin des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Et à cette époque-là, du coup, bah, Parce que là, ouais, pour contextualiser en termes de temporalité, c'est quoi, 2018? Parce que ça a été créé Fleet en 2019, c'est ça? Donc là, vous étiez juste avant la création et le lancement de la structure? ouais, c'est ça, 2002, il y a ouais, c'est ça, 2000 fin 2018, enfin mi-2018, on a réfléchi à ça et on a eu l'idée fin 2018 et on a préparé le lancement début 2019 et on a lancé en avril 2019. Donc voilà et en fait, après ça a été enrichi de notre propre donc nous on n'a pas copié de modèle, américain ou enfin on n'a pas regardé qu'est-ce qui se faisait. Enfin on a regardé mais Fleet franchement, sans vouloir, trop nous lancer de fleurs, mais je pense que c'est vraiment sorti de notre tête quoi. Enfin il y avait pas du tout d'exemple ailleurs, et ça a ses avantages et ses inconvénients, mais aujourd'hui je pense que c'est plutôt un avantage. Et du coup, on a réfléchi un moment à nos propres expériences en tant que dirigeants de start-up, en France et on s'est dit: «Mais en fait, c'est dingue, il y a des super services pour, la banque, l'assurance, enfin, ouais, les Conto, les Alan, les choses comme ça, qui existaient déjà à l'époque et sur les ordinateurs, qui sont quand même un poste de coût hyper important pour les entreprises, ben, en fait, les boîtes se comportent comme des particuliers, elles achètent, chez Apple en direct, elles ont, plein de problèmes, ça coûte cher, donc on va monter un service autour de ça» et c'est donc de là qu'est née l'idée, quoi. Et ça me fait penser d'ailleurs, mais côté B2B, vous, avec Fleet, il y a aussi B2C avec Mobile Club, dans une certaine mesure. Après, moi, tu peux m'arrêter, hein, si c'est complètement, côté de la plaque, mais ça me fait penser un peu à cette logique. Mobile Club, eux, ils proposent justement des abonnements ou des téléphones à des particuliers et sous forme, effectivement, de location plutôt que d'achat. Heu, Complètement. Ouais, complètement. On a d'ailleurs, à cette époque-là, on a discuté avec Damien Morin, hem, qui est le fondateur donc qui de qui ouais. qui qui est fondateur de Mobile Club, donc le modèle est similaire, enfin, c'est les mêmes tendances d'usage. Après le service, pour les particuliers va être plus basé sur, voilà, sur, Non, j'allais dire tu c'est vois? une offre, il y a un besoin complètement différent, ouais, tout à fait. C'est ça, voilà, c'est une offre plus sur le prix, plus sur, vraiment pas payer 2 000 € dans un smartphone. Alors que sur l'entreprise, évidemment, ça joue, la partie financière, mais tu vois, nous, on a développé une technologie, une plateforme de gestion, quelque chose de enfin, on est plus sur de la gestion de flotte puisqu'en fait, un particulier, tu vas lui vendre un ordi ou un mobile, un téléphone et nous, on va vendre, on va louer Des 50 flottes, d'où ordi, le nom. voilà, des flottes. Donc il faut un service complètement différent. Mais du coup, effectivement, c'est quand même un peu les mêmes, tendances, ouais, complètement. Vous aviez hésité avec une autre idée avant de lancer Fleet? Est-ce qu'il y en avait une autre qui sortait un peu du lot et puis finalement vous avez dit: «Non mais c'est ça qu'il faut faire avec Fleet» ou en fait non, c'était assez évident pour vous 2 et vous avez dit: «OK, c'est cette logique et ce besoin qu'il faut adresser et lançons-nous». Ouais, on a eu pas plusieurs idées, mais vraiment Fleet, enfin, je m'en rappelle vraiment Fleet quand on a eu l'idée, quoi. Enfin, nous, on n'avait pas le nom, mais on a eu l'idée, quoi. Vraiment, je sais pas, ça a tout de suite on s'est tout de suite dit: «Ah ouais, non, mais c'est ça qu'il faut faire, quoi». On s'est tout de suite dit: «Là, on a l'idée, quoi». Donc on avait eu l'idée de monter un truc dans B2B, on avait eu l'idée de monter un truc gestion des bureaux, enfin du ménage et tu vois, de la gestion des bureaux, quoi. Il y avait une boîte américaine qui marchait bien à cette époque-là, qui s'appelait Manage by Q. Hem, mais bon, on n'était pas hyper convaincus, surtout de la partie légale en France. Les conventions collectives pour les femmes de ménage, sont particulières sur, en B2B, quoi. Donc, enfin, il y avait des choses comme ça qui étaient, compliquées et puis on n'était pas hyper convaincus et après on avait eu des idées B2C, mais c'était pas, en fait, on a assez rapidement, on s'est dit: «En fait, on pense que nos compétences sont plus dans le B2B que dans le B2C», donc, quand même assez rapidement, je pense qu'on a eu l'idée de Fleet et on a été assez convaincus de cette idée, quoi. Et après alors comment vous vous lancez? C'est quoi, justement ce que tu recommanderais ou de par ton expérience, vous dites: «OK, maintenant on a l'idée, on part, dans quel sens?» Comment on se dit maintenant: «Allez,
on met étape par étape. Voici le master plan. Est-ce que tu définis un plan Ouais, vraiment stratégique sur, je sais pas, tu dessines une roadmap, est-ce que tu fais un pitch deck, mais ne serait-ce que pour au moins y poser les idées, pas forcément pour lever des fonds, mais comment tu t'y prends? ouais, c'est sûr, il y a tout un truc derrière après, alors d'abord, on a fait ce qu'on appelle un customer discovery, une découverte client. Enfin, donc, là, on a contacté, pas mal de personnes, notamment de notre réseau, donc des entrepreneurs, des dirigeants de start-up, des office managers en start-up et PME pour, leur proposer l'offre, enfin leur poser des questions sur, comment ils géraient leurs ordis. Est-ce que si on montait une offre, ils trouveraient ça intéressant? Est-ce que, si on proposait tel prix, ça leur paraissait pertinent et cetera? Donc on a eu toute une phase de validation de l'offre et aussi de des définitions un petit peu de qu'est-ce qu'il fallait qu'on inclue dans le service, et quelles étaient les choses sur lesquelles il fallait mettre l'accent. Donc ça, pour vraiment avoir, packagé une offre qu'on voulait lancer et une fois qu'on avait packagé le truc, donc on s'est dit: «OK, on veut louer du matériel, on va commencer par, donc il faut toujours commencer simple, hein. Vous voyez, nous, au début, on a lancé que Apple, que du MacBook. En fait, il faut être très focus au début sur, une catégorie de produits, bien la faire, bien la nailer, tu as très peu de ressources, donc tu peux pas Ça, tout c'est faire, hein, ce qui donc justement des questions et des questionnaires que tu avais eu de ton étude, utilisateur, c'est ce qui revenait en termes de quelle est, ouais, ce justement qui la marque revenait que vous dans utilisez le la plus, que vous achetez le plus? Et ce qui vous a donc conduit à faire ça ou ouais. c'était une autre, Oui, approche? complètement. Enfin, de ça et d'une autre chose, donc un autre travail qu'on a fait qui est de déterminer, tu sais, ta buyer persona, ta cible. Donc, il faut au début déterminer une cible, une niche. Tu peux pas cibler tout le marché, toutes les entreprises. Donc, nous, c'était PME et au sein des PME, c'était start-up et au sein des start-up, c'était, start-up qui ont levé des fonds, qui, recrutent et cetera. Donc vraiment, on a commencé par cette niche, quoi. Et cette niche, en fait, bah, on s'est rendu compte que le produit phare, c'était plutôt le Mac plutôt que le PC. Qu'en plus, c'était, tu vois, c'était mieux en termes de marque, de proposer du Mac que du PC. Au début, en tout cas, en termes de perception, c'est plus premium, et cetera. Donc, tu vois, on a fait un travail de définition de la buyer persona. À partir de là, on a déterminé, l'offre avec une customer discovery, tu vois? Donc, ouais, c'est Et comme tout ça que ça, c'est ça avant de se fait. créer la structure même, peut-être, ou vous l'avez créé en Bon, même temps, vous êtes lancé. on l'a créé à peu près en même temps, je pense, la structure, OK. la SAS, quoi. Mmh. Heu, alors après, petit tips pour, les gens qui sont, qui sont entrepreneurs et qui veulent, créer leur structure. Hem, c'est bien de créer une holding par-dessus, hein, ça c'est best practice, de d'abord créer une holding personnelle et ensuite de créer la structure qui est possédée par la holding personnelle. Parce que quand vous revendez l'entreprise, si un jour vous revendez, hein, vous avez pas de taxation sur, enfin du coup, c'est la holding qui va revendre, c'est votre holding qui va revendre les parts et du coup, il y a pas de taxation, très peu de taxation sur la plus-value. Alors que si vous revendez en tant que particulier, enfin, si vous possédez les parts en tant que particulier, vous êtes taxé à 30. C'est Et ces logiques c'est de très gestion important de patrimoniale, et de ouais, une logique structuration de gestion patrimoniale patrimoniale. pour vous en tant que Exactement. fondateur, ouais, tout à fait. Et Ouais. après bon, même si, ils le font pas au tout début, il y a toujours la possibilité de le faire un peu plus tard et de te faire le transfert d'actions à ce moment, mais effectivement, si on a ça en tête, les bons tips et la Important d'avoir répartition. l'antériorité de la holding, c'est tu peux le faire plus tard évidemment, et tu peux, t'en sortir, mais l'antériorité de la holding, c'est vraiment plus sûr, quoi. Ouais, avant de pouvoir, justement céder tes actions, donc c'est clair qu'il faut le faire Ouais. avec, un certain délai et sur la répartition du capital d'ailleurs, on a fait un webinaire sur ce sujet parce que sur Stillegal, on permet aussi de pouvoir faire, tu sais, un pacte d'associés entre fondateurs parce que quand tu as pas, d'autres investisseurs qui vont rentrer, si tu vises pas de lever des fonds, on va en parler d'ailleurs, cette question de se financer, avec des capitaux externes ou pas, hein et comme, vous l'avez fait avec juste une croissance organique, mais pareil, on permet de faire ces, pactes fondateurs entre vous. Si tu as des prototypes sur, OK, la répartition du capital, comment c'est passé pour vous? Est-ce que c'était 50-50? C'est OK, ça tombait sous le sens et après vous mettez un pacte d'associés aussi, en place, en plus des statuts, classiquement et s'il y a des clauses justement à avoir en tête, je les ai évidemment, mais justement d'avoir tes petits tips, c'est intéressant. Ouais. Alors là, je suis pas du tout, bon élève sur ça. Nous, on a fait 50-50, vraiment Mmh. 50-50.
En plus, nous, on fait partie de Réseau Entreprendre et donc à cette époque-là, on avait des entretiens avec plein d'entrepreneurs de Réseau Entreprendre, ça faisait partie du process, Ouais. Réseau Entreprendre, et tout le monde nous a dit vraiment: «Ah mais vous êtes à 50-50, c'est une erreur, ça va vous retomber dessus s'il y a un problème», ce qui est vrai, hein, en soi. Enfin, du coup, là, on s'entend très bien avec Alex et ça se fait en très bonne intelligence, mais c'est vrai que si vous êtes à 50-50, c'est très compliqué s'il y a pas d'autres clauses dans un pacte d'associés ou quoi que ce soit, il peut y avoir des situations de blocage, quoi. Donc nous, on n'a pas de pacte d'associés et on est à 50-50. Donc c'est vraiment, Bah, de toute façon, c'est quand heu ça marche bien, c'est l'idéal. Et comme tu le dis, ces contrats, ils ont vocation. Et on reprend souvent cette analogie du mariage en disant, bah oui, si tu fais un contrat de mariage, si tu après vas regarder les clauses qu'il y a dedans, c'est que ça va pas, hein. C'est que derrière, il y a une séparation ou un conflit. Et donc, bah, c'est pareil là, pour l'entrepreneuriat. Bon, l'analogie aussi a des limites, hein, on est d'accord. Mais clairement, donc c'est bien de l'avoir en tête. Après, bah, si ça se passe bien, tant mieux. Un pacte d'associés reste quand même assez important, justement pour prévenir ces petits cas. Mais vous avez toujours aussi la possibilité de le prévoir quand vous le souhaitez. Donc mieux vaut le prévenir effectivement que guérir à ce moment. Mais, heu, mais ça fait partie. Et justement sur la partie 50-50, comme tu viens de le dire, ça vous pouvez le faire si vous avez un pacte d'associés derrière qui permet de prévenir ces cas de conflit en cas de départ, c'est surtout ça. Parce que si, il y a un départ d'un associé à un moment et bah, qu'au final il garde la majorité du capital ou une grosse partie du capital, mais qui est plus opérationnel, ça posera toujours des questions. Mais bref, donc ça, c'est effectivement des aspects. Et donc, si on revient sur le développement de Fleet, donc vous avez structuré tout ça, vous avez fait le user research, vous l'avez lancé, vous avez structuré cette partie en créant la société. Et puis après, vous vous êtes lancé. Et en partant de là, maintenant, quand est-ce que vous êtes positionné sur le fait de: «OK, ben, nous, en fait, Fleet, on veut faire grandir de manière, organique, sans forcément faire appel à des investisseurs externes». Quand est-ce que vous êtes dit ça? Vous vous êtes positionné? Parce qu'en plus, vous l'avez vu, que ce soit avec Rocket Internet, que ce soit aussi, avec l'écosystème startup et de levée de fonds, est-ce que c'était une position dès le départ que vous aviez ou quelque chose qui a mûri au fil, du développement? non, ça au début, on pensait vraiment lever des fonds, surtout qu'on avait pas mal de De contacts au sein contact, des ouais. VC et puis quand on a lancé Fleet, ça a rapidement pris, le produit plaisait. On s'est fait contacter par beaucoup d'investisseurs, qui voulaient nous discuter avec nous pour voir éventuellement si c'était pertinent pour eux d'investir. Donc moi, c'était pas trop mon sujet, c'était plutôt le sujet d'Alex. Mais Alex, je sais qu'il a commencé à faire enfin, il a commencé à avoir des discussions avec des invests et d'ailleurs, on a commencé à avancer avec un investisseur. Je crois que c'était Partech, à l'époque, et en fait, je sais pas, je crois que c'est enfin un week-end, j'étais en week-end et j'ai réfléchi à ça quoi, à tête reposée et je me suis dit: «Mais en fait, on a un modèle économique qui est plutôt cash flow positif, qui est rentable, on a de l'argent, ouais, pourquoi on ferait rentrer des investisseurs en fait quoi?» Pourquoi? Bah, tu vois, à quoi servirait l'argent? Et on s'est reposé du coup avec Alex, le lundi et on s'est dit: «Bah, en fait non, on n'a pas besoin d'investisseurs, pour l'instant en tout cas». Et c'est du coup tant mieux quoi, enfin et donc en fait c'est venu avec l'expérience, enfin c'était pas du tout prévu à la base. Donc ouais, je pense que sur ce sujet en fait, il y a pas de règle quoi, c'est pas mieux ou moins bien de faire rentrer des investisseurs, ça dépend vraiment de votre situation. Pour moi, il y a 2 choses qui jouent vraiment, c'est un votre modèle financier et votre modèle économique. Donc on dit souvent qu'il y a 3 types de boîtes. Il y a qui fonctionnent, on va dire. Il y a les boîtes qui sont rentables, donc qui ont un EBITDA positif à la fin de l'année, heu, comptablement quoi. Il y a les boîtes qui et puis il y a les boîtes qui ont, du cash flow positif et qui sont pas forcément rentables et donc qui encaissent le cash avant de le décaisser, qui ont un BFR négatif, on dit. Par exemple, Amazon pendant 15 ans, c'était ça quoi. Ils étaient pas vraiment rentables comptablement, mais ils encaissaient l'argent avant de le décaisser et ça leur permettait de financer un peu leur croissance.
d'avoir ce cash flow positif. Et il y a les boîtes qui ont les deux, qui sont à la fois rentables et qui ont du cash flow positif. Donc ça, c'est vraiment la situation exceptionnelle. Et nous, c'est vrai on a un modèle financier qui nous permettait d'avoir les deux, en fait, d'avoir à la fois un cash flow positif et d'être rentable. Donc vraiment, dans ces cas-là, je pense que, enfin, à moins d'éléments extérieurs vraiment forts, je vois pas trop l'intérêt de lever des fonds. Donc ça, le modèle financier, c'est assez important et je pense que ce que beaucoup d'entrepreneurs mettent de côté, c'est le cash flow, quoi. C'est vraiment, donc c'est sûr, par exemple, bon, si vous êtes une boîte industrielle et vous avez une usine et que vous devez investir comme un malade avant de produire vos produits, là, vous avez des cash flows catastrophiques. D'ailleurs, c'est pour ça que les boîtes industrielles n'intéressent pas trop les investisseurs. Mais même les startups, il y a beaucoup de startups qui, je trouve, négligent pas mal cette partie cash flow, quoi. Ils disent, ouais, on est à la fin de l'année, à la fin, on est rentable, quoi. Ouais, tu es rentable, mais en fait, tu dois décaisser beaucoup de cash à l'avance et pour ta croissance, c'est compliqué. Si tu grossis, tu dois décaisser beaucoup de cash. Donc ça, c'est le modèle financier, ça joue beaucoup dans la pertinence de lever ou de pas lever. Et puis le deuxième point, je trouve que c'est important, c'est l'environnement et l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous avez par exemple de la concurrence, s'il faut aller plus vite que les autres, vous voyez, il y a des secteurs, la livraison de repas ou des choses comme ça où il y a beaucoup, beaucoup de levées de fonds parce qu'en fait, c'est des marchés où il y a un moment, il y a un gagnant qui va rafler quasiment toute la mise. Et pour être le gagnant, il faut aller plus vite que les autres. Et donc là, vous levez des fonds pour accélérer, sans trop regarder vraiment la pertinence de vos investissements à long terme. C'est juste prendre des parts de marché, quoi. Et nous, comme justement, on n'était pas un copycat de quoi que ce soit, enfin, en fait, on était un peu seul quoi, sur notre marché. Et donc, du coup, ces deux éléments ont fait que pour nous, il n'y avait pas de sens de lever, quoi. Ouais, c'est ce qui est intéressant, c'est vraiment de se poser la question à quoi ça va servir de faire entrer des investisseurs, parce que ces investisseurs, de toute façon, eux, après, ils vont attendre un retour sur investissement. On n'est pas là avec une logique de philanthropie, hein. C'est vraiment. Et si tu parles en plus avec des fonds d'investissement, tu as aussi d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte, qui sont, ben, tu as peut-être moins de liberté et tu as un peu aussi ce sentiment qui a pu se nourrir justement parce qu'on est passé, d'un point de vue, conjoncturel et de contexte à OK, la levée de fonds, c'est quasi essentiel pour pouvoir se développer et c'est aussi un peu ça rentre dans la fame et la tendance de la startup. Si tu arrives à lever des fonds, c'est que tu as réussi. Et c'est un peu ce biais, malheureux, hein, dans lequel on est tombé à un certain moment, parce que, bah, oui, ça fait du bruit, on a des couvertures, médias ou presse, quand on arrive à lever des fonds. Mais en fait, c'est pas se poser forcément là les bonnes questions parce que comme tu viens, de le dire, c'est à quoi ça va servir ce financement supplémentaire? Là où toi, ton modèle financier peut potentiellement le couvrir, ne serait-ce qu'au départ et après potentiellement si tu as des besoins de croissance, d'accélération, de rentrer sur d'autres marchés, mais on va y revenir d'ailleurs parce que vous vous implantez aussi à l'international, avec Fleet. Et donc c'est vraiment se poser la bonne question de savoir, OK, pourquoi, on va devoir mettre un boost d'un point de vue capital? Parce que, c'est un peu ça aussi, je sais pas ce que tu en penses Evan, mais, quand tu, lèves des fonds, c'est vraiment pour te booster en termes de croissance. Mais encore une fois, ça revient à ce que tu aussi disais sur, c'est valable pour vous, votre modèle économique avec Fleet, mais en fonction d'autres modèles, économiques et de start-up et de projets que vous lancez, la levée de fonds, elle est forcément essentielle, ne serait-ce qu'au début pour vous amorcer, quoi. Ouais, complètement. Non, non, complètement. Mais alors après, oui, je pense que la situation, enfin, c'est pas la même boîte que tu montes quand tu as levé des fonds et quand tu pas levé de fonds. C'est pas la même culture, tu vois. Quand tu levé des fonds, hem, je pense que tu as une notion de, tu vois, enfin, je pense que quasiment pour toi, le temps a plus de valeur que l'argent, quoi. Enfin, c'est caricatural, hein, mais c'est pour simplifier, quoi. C'est-à-dire que tu vas chercher vraiment à grossir vite, à, voilà, donc à gagner du temps sur les sujets, quitte à overspend, sur certains trucs. Alors que quand tu as pas levé de fonds, tu vois, tu as une culture de plus de gestion en bon père de famille, tu cherches, des effets de levier à long terme. Donc tu vois, l'exemple typique, c'est en marketing, par exemple, Heu, les boîtes qui ont levé des fonds, elles vont chercher des effets à court terme, type la publicité payante, des choses comme ça, donc des shots de boost, quoi. Alors que quand tu pas levé de fonds, tu cherches des effets de levier plus long terme, de la croissance organique, du référencement naturel. Nous, on a beaucoup utilisé LinkedIn
pour se faire connaître, pour créer, tu vois, un effet boule de neige. Hem, Tu vois? Quand tu lèves des fonds, tu cherches tu vois, tu recrutes des commerciaux pour accélérer ta croissance. Quand tu as pas levé de fonds, tu cherches à créer plutôt tu vois, des leads en inbound, qui viennent et tu essayes toujours de faire beaucoup avec peu de commerciaux. Donc c'est pas voilà, c'est aussi, tu vois, des décisions personnelles de quel type de dans quoi tu vas le plus t'épanouir, tu vois? Est-ce que tu vas t'épanouir, dans un mode de développement, rapide, ou alors est-ce que tu vas t'épanouir dans des choses plus long-termistes, d'optimisation? Et nous, c'est vrai qu'on se reconnaît bien là-dedans, tu vois? Par exemple, nous, quand on veut recruter quelqu'un, on préfère chasser nous-mêmes que prendre un chasseur de tête ou passer par une agence. Et les agences, ça coûte très cher, alors ça fait gagner du temps. Et tu vois, nous, on a développé une méthodo, où on chasse nous-mêmes, on fait des scorecards, on chasse sur LinkedIn. Donc, tu te mets un peu plus dans le dur, c'est un peu plus, enfin, tu travailles, tu dois un peu plus bosser, quoi. Mais en même temps, tu as, voilà, tu as trouvé ton profil toi-même. Moi, je m'épanouis beaucoup dans ce genre de victoire, tu vois. Enfin, quand on close un candidat, c'est toujours une victoire. Et en plus, bah, du coup, effectivement, ça coûte beaucoup moins cher de le faire toi-même, quoi. Donc, Ouais, c'est une vraie ouais, mode, lean startup, pour ceux qui connaissent d'ailleurs la référence et d'ailleurs ce que tu es en train de décrire là, c'est aussi, quelque chose d'essentiel quand on lance startup au début, parce que quand on lance, au départ, on ne veut pas tout de suite, avoir des investisseurs qui sont prêts à vous financer. Il faut arriver, et comme tu viens de le dire, d'abord à tester un peu son marché, à savoir faire des recherches utilisateurs, à avoir son buyer persona, donc sa cible type, commencer à avoir un petit peu de traction, commencer à vendre et quand on commence comme ça, bah, c'est au final ce que tu décris là, c'est vous continuez parce que vous êtes toujours dans cette logique de bon père de famille et de faire en sorte que, ben, le cash que vous générez puisse vous servir aussi à faire vos investissements, que ce soit en termes de recrutement, mais parce que c'est ça aussi la logique. Quand on, se lance, on va devoir faire avec, le peu de moyens qu'on a et le peu de moyens qu'on a, au tout début, bah, c'est ceux des fondateurs. Donc comme tu viens de dire, oui, tu poses plus, ça c'est clair, parce que c'est les moyens, c'est ceux que vous arrivez à fournir avec vous, sans faire aussi appel à des services, externes ou à du payant, parce que pour le coup, là, il faut de l'argent. Donc soit vous arrivez à générer ce premier chiffre d'affaires qui vous permet d'avoir de l'attraction et de pouvoir après potentiellement lever des fonds pour accélérer, et on revient à ce qu'on on se disait, ou pas, si vous avez une logique, un modèle financier, qui vous suffit, comme, c'est le cas chez vous, avec Fleet, ben, derrière, ça vous permet, ben, de pouvoir recruter. Parce que quand est-ce que vous avez eu ce premier recrutement? Parce que généralement, nous, on le voit sur le site Legage avec, les levées de fonds qu'on réalise, et justement, les utilisateurs qu'on observe, la plupart du temps, c'est pour recruter. Les premières levées de fonds, nous, sur Seed, on fait du pré-seed et du seed, donc ça va du friends and family au tout début jusqu'à des levées de 2 millions et plus. Mais souvent, pour les premières levées de fonds, c'est ça, hein, c'est de se dire: «OK, un premier recrutement ou quelques dépenses», et de votre côté, comment s'est passé, à ce moment-là? Quand est-ce que vous avez eu ce premier recrutement? alors nous, on a recruté nos 2 premiers CDI, donc nous, on est 2 profils business. On a recruté nos 2 premiers CDI, donc VP, produit, enfin VP, ouais, produit et VP engineering, quoi, un duo, genre 2 mois avant le premier confinement. Donc heu, ouais, c'était un peu un choc parce que bon, en fait, on a fait 6 mois ou 8 mois de business, quoi, avec une landing page, avec quelques freelances en tech, et cetera, et on a généré du chiffre d'affaires, on a généré de la trésor, on a décidé de pas lever, et cetera, et puis après, bah, fin d'année 2019, on recrute ces deux gars-là. Donc ils arrivent début, janvier 2020, et le premier confinement arrive en mars 2020, où là, tout s'arrête, quoi. Donc en plus, c'était 2 profils, seniors, donc on payait assez cher. 2 mois plus tard, tout s'arrête, la France se paralyse, plus personne évidemment prend d'ordi, Fleet, personne recrute, donc on a eu un petit coup de chaud. On s'est dit: «Waouh, va Tu pas falloir que ça m'étonnes. dure trop longtemps parce que sinon on est en risque», et heureusement en fait, ça c'est reparti assez vite en fait, et en plus après on a connu une grosse phase de croissance. Mais c'est marrant, ouais, c'était une histoire assez folle parce que du coup, on était 4, à faire des weekly, enfin des morning calls le matin,
de chez nous, pendant tout le confinement. Mais en fait, ça nous a permis enfin, ça a permis de reposer les bases en termes de la première version du cockpit, de la tech, de notre back office. En fait, je pense que c'est hyper sain pour les boîtes d'avoir des périodes où elles sont, je sais pas, soit flat, enfin donc, il y a plus trop de croissance ou des périodes avec moins d'activité. Parce qu'en fait, ça permet de digérer les phases de croissance, précédentes, de reposer les fondations pour la croissance future et de bâtir un château solide, quoi, pas un château de cartes, et on voit pas mal de boîtes quand même, autour de nous là, des boîtes qui ont connu une hyper croissance, et qui explosent en plein vol, quoi. Je sais pas, on a eu tous ces trucs de quick commerce là, livraison de supermarchés en 10 minutes, qui sont tous en train d'exploser en plein vol. Avant on a eu, je sais pas, WeWork qui a eu de grosses difficultés, je crois que WeWork maintenant ça vaut 100 millions alors que ça valait 50 milliards à la levée de fonds, avec SoftBank en 2017 et je trouve que toute en fait, plus une boîte, une comète quoi, enfin plus elle a grossi vite, plus elle devient une licorne en peu de temps, plus je trouve quand même que derrière il y a un petit risque que ça explose en plein vol quoi. Parce que c'est trop rapide et du coup elle a du mal à absorber, sa croissance et en fait les fondations sont pas forcément solides. Donc je trouve qu'avoir des phases, avoir des phases où tu peux digérer tout ça, c'est quand même assez important quoi. Et ce que tu viens de dire aussi sur ces logiques de valorisation, parce que quand on se finance, avec des capitaux externes, que ce soit sous forme de levée de fonds, et ben, là, la valorisation, elle est fixée de manière différente de celle, lorsqu'on ne lève pas des fonds, parce que quand on va justement avoir des investisseurs qui vont financer la boîte, c'est sur la base d'une valorisation qui va déterminer le prix par action, et cetera. Et le but, c'est que, quand vous faites une prochaine levée de fonds, la valorisation, elle augmente et ainsi de suite. Et on l'a vu d'ailleurs dans le contexte où en 2021, c'était des valorisations qui étaient délirantes, et qui étaient aussi portées par la tendance de tout ce qui était crypto et autres. Et on l'a vu, hein, où effectivement, c'est des comètes là qui pour certaines, et ben, sont parties, quoi. Heu mais ce que je veux dire là, c'est que la levée de fonds, par moment, peut aussi avoir un biais pas forcément très sain sur levée de fonds sur levée de fonds. Et l'exemple que tu donnes avec WeWork et SoftBank et cetera, notamment, ça a été assez décrié là-dessus, où l'idée pour les investisseurs et les fonds d'investissement à un certain temps, c'est de toujours avoir, notamment quand on investit aussi en early stage, c'est de pouvoir avoir une levée de fonds suivante et ainsi de suite, ce qui augmente cette valorisation et donc qui augmente le retour sur investissement potentiel au moment où nous, quand on a investi un fonds d'investissement, tôt, quand je dis nous, c'est pour l'exemple, hein, et c'est de sortir, de maximiser justement le retour sur investissement. Mais ça participe pas forcément à quelque chose de tout à fait rationnel, là où effectivement, quand tu as un business qui a un modèle économique qui est comme celui de Fleet, pour vous, plus ou moins rentable. Et là, tu es dans des logiques de valorisation arrêtées, un peu plus, en tout cas rationnelles, et qui évite ce que tu viens de dire quelque part, cette hypercroissance et cette course à juste, de levée de fonds et d'hypervalorisation qui peut par moment, créer cette bulle. On en a aussi parlé, je pense, dans le contexte et la conjoncture avec aujourd'hui. On se rend compte que, les valorisations restent quand même assez hautes. Il y a des papiers, que ce soit sur les Échos, Société et autres, qui témoignent de ces aspects, où on reste sur des taux de valorisation, des montants de valorisation assez élevés, malgré le fait qu'on entend quand même, côté, investisseur: «Oui, OK, mais maintenant on est plutôt sur un multiple de soit de chiffre d'affaires, soit de ARR selon le modèle économique qui a nettement baissé». C'est vrai, mais on reste quand même avec des valorisations assez hautes. Donc tout ça pour dire, effectivement, bon, lever des fonds, il faut que ça réponde à un choix, comme on se l'est dit, heu, avec toi, Sévan, là, qui servent les besoins de la société et d'investissement et qui soient cohérents par rapport à votre développement. Par moment, ça peut avoir des biais, là, comme je viens de le dire, d'un point de vue, valorisation, pas forcément tout à fait rationnel, par rapport à la réalité économique de ce que vraiment vous créez en termes de valeur et de chiffre d'affaires. Heu, mais pour en arriver là, c'est de se dire: qu'est-ce qui correspond bien vraiment aux valeurs de la boîte et de ce que vous voulez justement, lancer et mettre en place? Toi, de ton côté, là, aujourd'hui, est-ce que tu vous êtes dit: en fait, nous, plus jamais on lèvera des fonds» ou c'est quelque chose que, vous gardez potentiellement s'il y a un besoin qui se fait sentir pour accélérer, pour aller sur d'autres marchés? Et j'en viens là justement à ce que je disais sur les logiques d'internationalisation, parce que vous vous êtes lancé aussi. Donc là, c'est, en Angleterre où vous vous lancez, heu, tout récemment, je crois, et vous vous êtes lancé sinon en Espagne et en Allemagne déjà? Ouais, on vient de se lancer en Allemagne, on s'est lancé en Espagne l'année dernière. Donc on s'est lancé en Espagne l'année dernière,
pareil en mode très, voilà, très bootstrap, enfin, on a envoyé un VIE, là ils sont 3 en Espagne, mais ça cartonne. Et donc avec le succès de l'Espagne, on a accéléré l'internationalisation. Donc là, on se lance en Allemagne. Vraiment en ce moment là, on a recruté notre country manager, notre country sales director et il commence début juillet, mais il y a déjà un peu de traction, on a déjà des clients. Et on ouvre, les UK fin d'année, enfin Q4. Et après je pense qu'on fera, Portugal, Italie, donc ouais, on va se lancer partout en Europe. Bah, du coup, nous, on n'a pas trop besoin de lever des fonds pour ça parce que justement Mmh. on a vu avec l'Espagne qu'on n'avait pas forcément besoin Ouais, vous de répliquez un peu la de logique. surdépenser. Ouais, Mmh. exactement, on réplique exactement la logique. Hem, Ensuite, sur est-ce qu'on va un jour lever des fonds ou pas? Franchement, enfin, faut jamais dire jamais et surtout après il y a différents types de levées de fonds. Il y a le C'est sûr que nous, on est plus sur un chemin VC, venture capitaliste, qui, veut que tu fasses, fois 100, parce qu'on n'a pas donc la culture de la boîte a trop été construite sur quelque chose, enfin sur une manière de faire différente de celle des boîtes, qui sont, backées par les VC et surtout une fois que tu as une boîte, enfin tu vois, nous maintenant on gère plus de 10 millions de CA, on est rentable, on va pas se remettre à risque à lever auprès de VC, enfin, tu vois, ça serait dommage d'avoir construit tout ça, en étant, 100 propriétaire de notre truc et voilà et de tout de suite changer, enfin se remettre, à risque, alors que voilà donc ça je pense que ça serait pas pertinent. Après il y a par contre, il y a d'autres types de levées de fonds type, ce qu'on appelle growth equity. Donc ça, c'est justement des fonds qui sont parfois aussi les mêmes fonds que les VC, mais d'autres équipes, qui investissent dans des entreprises qui sont plus rentables, qui veulent des multiples beaucoup moins élevés de retour sur investissement, tu vois? Donc ça, c'est possible. Puis après, il y a, la possibilité de faire du private equity. Donc en fait, on peut faire rentrer des gens au capital, mais c'est juste que ça sera pas la même, la même chose que quand on dit levée de fonds, au sens aujourd'hui, on le pense, c'est-à-dire faire rentrer des VC dans les cap tables, quoi. OK, et je crois on a une personne qui s'est connectée avec ton écran là, il y a un autre Sévan qui s'est connecté, je crois. Ah, bref, c'est un Ah ouais, on ouais, c'est alors assez ça étonnant. c'est je me suis fait hacker mon ordi ou quoi? Exactement, tu vois, il y a une autre personne C'est qui est venue, hyper bon, qui a inquiétant. disparu. Ouais, c'est ça exactement. Mais bon, parenthèse fermée avec cette petite interlude, et ce petit intrus, en fait, ça répond aussi quand même toujours à cette logique de pourquoi tu vas lever des fonds, pourquoi tu vas faire entrer quelqu'un au capital et à quoi bon et à quoi ça va te servir. Si là, vous êtes dans une logique d'internationalisation, et que vous répliquez justement la recette qui a déjà marché pour la France et que ça remarche aussi en Espagne et que ça peut remarcher potentiellement, et je vous le souhaite, en Allemagne et au UK, pareil, vous reprenez, un peu ça et faire entrer d'autres personnes à capital, bah, ça répond pas à votre besoin aujourd'hui pour développer le projet et la finalité. Donc, au final, ça reste plus ou moins les mêmes fondamentaux, à avoir en tête et aussi un des éléments intéressants, sur comment, attirer des talents justement, tu me disais, vous vous occupez vous-même en interne de chasser, et de pouvoir recruter des personnes. Il y a plusieurs façons de pouvoir le faire. Donc il y a bien sûr, il y a le salaire, il y a l'offre, mais il y a également tout ce qui est partage du capital et sur cette logique, d'intéressement au capital, souvent ce qu'on observe, ça peut, on peut se dire: «Mais ça va de pair avec la levée de fonds». Donc si tu lèves pas des fonds, à quoi ça sert de pouvoir, intéresser au capital? Est-ce qu'il vaut pas mieux, je sais pas, alors, permettre d'avoir, une participation, intéressement ou, 13e mois ou ce genre de choses? Mmh. Comment tu inclus en fait et quels sont les leviers toi justement de conditions, d'attractivité, côté fleet pour recruter? Ouais, très bonne question parce que alors, en plus quand tu lèves pas de fonds, tu es moins connu au début, donc tu as un peu plus de mal à au début. Après, heu, Après vous avez fait là un beau maintenant boulot, hein, là nous on ça ouais, va ouais, mieux, mais ouais, 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 puis mais avec au début avec si tu veux, ouais, tu vois, c'est genre enfin, c'est difficile d'attirer un gars qui surtout donc nous les 2 premiers profils, c'était des profils enfin tu vois, notre VP Engineering, il avait fait, 7 ou 8 ans chez Birchbox. Notre, VP Product, il avait fait, 7 ou 8 ans chez SAP. Donc, ouais, enfin, c'était des assez gros profils. Enfin, dire à des gars,
Bon, bah, voilà, nous, on est, nous 2, on est nous 2, moi et Alex, non, non, on n'a pas levé de fonds, rejoins-nous. Et c'est difficile, Ouais, enfin, tu on est vois, cool, on a au une moins belle au moins histoire. ouais, au moins les levées de fonds, tu vois, ça donne une petite légitimité, du coup, tu peux dire: «Bah, voilà, on a des fonds derrière, on a levé 5 millions, on va créer un gros truc», bon. Donc, pour attirer les talents, c'est compliqué. Bon, du coup, il faut trouver des astuces un peu smart et effectivement, les intéressements au aussi dans la négociation, une fois que les talents sont intéressés, l'intéressement au capital, c'est clé, quoi. Donc, donc nous, on a tout de suite, c'est vrai que nous, on a très vite travaillé avec vous, je crois, sur ça, quoi. C'est légal. Hem, mais en fait, ouais, tu pas du tout besoin de alors, tu pas du tout besoin de lever de fonds pour lâcher des BSPCE ou des actions gratuites ou ce que tu veux. Tout le monde peut le faire. Par contre, la difficulté, c'est à quelle valo quand tu lâches des BSPCE, parce qu'au moins les fonds, ils déterminent une valo. Donc ça, heu, en fait, je trouve que enfin, nous, le fait de ne pas avoir levé de fonds, je pense que ça a été un avantage plutôt, dans la proposition de valeur des BSPCE, parce qu'on a expliqué que on lâchait des BSPCE à des valos beaucoup moins élevés que quelqu'un qui a levé des fonds. Parce que souvent, les levées de fonds, c'est à des valos très élevés. Il y a des valos d'entreprises qui sont basés sur une future, enfin, tu vois, des gars qui font, très peu de chiffre d'affaires, qui sont valos 10, 20, 30 millions par les VC. Donc souvent, quand même, les BSPCE, à valo de la dernière levée, c'est souvent quand même, des valos très, très Ouais. élevés et du coup, c'est moins intéressant pour les salariés. Donc nous, déjà, on a fait des valos très très basses pour les salariés, quoi, enfin heu, donc du coup avec Oui, beaucoup qui sont plus pas d'upside valorisés sur possible. ouais, c'est ça, sur le potentiel comme tu viens de dire et c'est un très bon point et ça, c'est quelque chose qui est un peu méconnu mais qui a justement vocation à être de plus en plus, pratiqué, c'est, bah, des décotes sur ces prix d'exercice, notamment quand on fait des levées de fonds. Comme tu viens justement de le dire, souvent on colle au prix de la valorisation avec l'investissement des investisseurs. Sauf que la plupart du temps, les investisseurs, eux, bah, ils ont des actions qu'on dit de préférence avec tout un tas de droits attachés qui sont négociés dans le cadre du pacte d'associés, et ce qui fait qu'eux, ils ont certaines protections. Ils ont du coup, un levier plus important, que ce soit sur la gouvernance ou sur des aspects économiques et dans la société dans laquelle ils investissent. Alors que, ben, côté, BSPCE, quand on a des actions, en utilisant ces BSPCE, donc c'est comme des stock options, hein, donc on a le droit d'acheter une action à un prix qui est fixé au moment de l'attribution du bon, mais c'est pour avoir des actions ordinaires qui, elles, sont, bah, dénuées comme pour, les actions, comme pour les fondateurs, n'ont pas tous ces droits spécifiques et les droits attachés. Donc ce qui justifie aussi qu'on peut avoir une décote. Donc, comme tu l'as dit, toi, bah, en fait, vous êtes pas, vous, liés par une valorisation qui est fixée par une levée, et donc il y a même pas besoin de se dire: «On fait une décote», mais quelque part, ce que tu viens de dire, c'est un peu l'application de la décote en disant: «OK, bah, nous, si on avait levé des fonds, on aurait potentiellement levé une valorisation qui serait celle-là, sauf que là, comme on vous intéresse au capital, nous, bah, on vous donne une valorisation attractive qui est toujours aussi, cohérente par rapport, au business et à l'activité de la société». Parce qu'après, ça pose des questions fiscales aussi, hein. Vous pouvez pas mettre des prix par action, enfin des prix d'exercice qui sont en fait à 1 €. Il faut que ce soit toujours cohérent d'un point de vue, économique. Mais pour terminer juste sur ce point, la fixation d'une valorisation, il y a rien de scientifique. On peut essayer de rationaliser, mais ça reste toujours un travail, ensuite, bah, de discussion, de négociation ou alors par rapport justement à l'application de certaines méthodologies, mais qui elles sont des méthodologies qui permettent de rationaliser, mais c'est pas non plus scientifique. Et on a d'ailleurs juste, fait un webinaire avec, OVNI, un fonds d'investissement qui s'est lancé il y a pas longtemps par, Augustin, ça y est, qui est un ancien de chez Newfound et c'était aussi SoValue, donc une boutique qui, permet de valoriser justement les prix d'exercice de BSPCE avec comme CEO, Ilan Glober et on avait fait justement, on a pas mal échangé sur ces aspects. Mais bref, voilà, parenthèse fermée, je te redonne la parole Sévan, sur cette question effectivement d'attractivité des talents, notamment avec Fleet, où vous avez pas levé. Ouais, non, complètement. Après, il y a d'autres choses que tu peux faire. Nous, c'est assez favorable aux employés. Donc effectivement, il y a clairement personne qui a des clauses de préférence. C'est vrai que quand il y a des fonds, voilà, s'il y a une sortie, une exit, c'est souvent, d'abord les fonds qui sont payés, ensuite les fondateurs et en dernier les salariés, quoi. Donc c'est pas forcément la meilleure, enfin c'est pas forcément mieux d'avoir des BSPCE quand il y a des fonds derrière. Et après nous, il y a d'autres trucs aussi, tu vois, tu récupères tes actions tous les mois.
tu vois? Pas tous les ans, heu, tu vois, il y a pas de clause de, ce qu'on appelle bad leaver, c'est-à-dire si tu quittes la boîte, tu perds pas tes actions, tu es pas obligé de les exercer non plus, au moment où tu quittes la boîte, tes options. Ouais, il y a plein de clauses sur lesquelles tu peux jouer pour rendre le contrat assez favorable aux employés. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, ce qui est permis ce qui est et ce qui donc la ensuite la promesse c'était, bah, voilà, heu, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un peu de défiance parfois des salariés sur les BSPCE, hein, qui disent: Ouais, «Ouais, bah, bien sûr. voilà, c'est du papier, c'est pas du salaire, machin». Bon, donc nous, on a dit: «Bah, voilà, toi, tu as des BSPCE que tu es sûr de récupérer, que tu perds pas, que tu vestes tous les mois, voilà, à une valorisation très conservatrice, voilà, s'il y a un événement de liquidité, tu as de très grandes chances d'avoir de l'upside. Et en plus, on est 100 maître de notre capital. Il y a pas de fonds derrière. Donc voilà, enfin, tu as quand même énormément de chances de récupérer, de l'argent en face. Et ça a été un outil assez fort pour attirer les talents, chez nous, quoi. Et vous aviez eu d'autres outils justement, est-ce qu'il y a la participation, l'intéressement, je sais pas, aux résultats ou ce genre de choses que vous avez mis en place? Ou vous étiez sur une logique vraiment, OK, salaire, intéressement capital et c'est les 2 principaux, éléments de ton package, en tant que salarié? Ouais, je pense que ce qui t'intéresse, c'est salarié au capital, bon, du coup, bah, tu pourrais faire participation intéressant, mais c'est dans la même logique, en fait. Je trouve, Mmh. participation intéressement, c'est récompenser les employés pour les bons résultats de l'entreprise, tu vois? C'est pas que du salaire, c'est genre si l'entreprise marche bien, tu récupères aussi. Bon, bah, je trouve que BSPCE, c'est exactement pareil. Si l'entreprise marche bien, elle prend de la valeur, tu récupères. Donc pour nous, on a tout mis dans les BSPCE. Le salaire, c'est D'accord. la sécurité. Les BSPCE, c'est l'upside sur la Sur la valeur, création quoi. de valeur, ouais, bien sûr. Voilà, sur la création de valeur, et après nous, on a une politique, ça c'est plus, de manière générale en HR. On est pas mal inspiré par Netflix, qui a fait un deck, sur la culture, les valeurs qui est disponible d'ailleurs, qui a ses références, qui est disponible sur, DocSend, enfin qui est très facile à récupérer. Et dans leur deck, Netflix, ils parlent pas mal de, la politique de perks, tu vois? D'avantages employés. Nous, on est assez inspiré par ça. Nous, on est assez inspiré par donner du salaire, quoi, de l'argent et pas 50 000 trucs à côté, quoi. Tu vois? Mmh. Bon, alors on a fini par céder sur les tickets resto parce que tout le monde les demandait, machin et tout, donc bon, on a lâché. Mais sinon, moi, je suis assez favorable à responsabiliser les gens avec qui tu travailles sur, bah, heu, sur ce qu'ils récup enfin, tu vois, tu fais ce que tu veux avec ton argent, quoi. Je préfère te donner de l'argent que te donner, je sais pas, des trucs gratuits, des machins, voilà, donc après ça dépend des politiques, hein, mais c'est voilà, c'est s'il y a de l'argent à investir pour les salariés, je trouve que c'est en salaire plus qu'en avantages, tu vois, genre salle de sport ou les choses comme ça, quoi. Et Ouais, je après tu vois. fais ce que tu veux avec ton argent, Positionner avec tu vois? des bons salaires attractifs et ça fait partie de la culture d'entreprise d'autonomiser, avec en plus la composante BSPCE. Non, bah, c'est C'est ça. hyper éclairant en tout cas. Merci pour, bah, tous ces, toutes ces infos, tout ce partage d'éléments, ça fait déjà 53 minutes qu'on parle, mine de rien, et je pense qu'on va se laisser un petit peu de temps pour des questions-réponses. Donc, je ne sais pas si côté participants, vous avez des questions pour Sévan, notamment, avec, tout ce qu'on a pu se dire ce matin, échanger sur, le développement, sur comment ils sont associés, donc, sur, voilà, tout un tas d'aspects. Vous avez le petit, chat qui vous permet de pouvoir poser vos questions, donc n'hésitez pas. Je pense il est disponible, on en a parlé au tout début. Alors, des questions? Si vous n'avez pas de questions et ben, on va pouvoir conclure. Moi, j'en ai peut-être une dernière sur, s des personnes qui se lanceraient là, qui lanceraient leur projet, qui ont l'idée. Voilà, ils ont leur idée, ils sont 2 ou 3. Ce serait quoi les 3 vraiment conseils que tu leur donnerais ou 3 pour juste, poser la question, mais ou si tu en as plus ou moins, qu'importe, mais vraiment les fondamentaux que tu leur donnerais? Ouais, bien sûr. Bon, le premier point, c'est
si vous voulez vous associer, c'est extrêmement important de trouver le bon associé. Je pense que c'est la clé. J'ai vu pas mal d'histoires d'associations qui ne sont pas marchées, donc ouais, je pense que, trouver le bon associé, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez depuis 10 ans, quoi, mais c'est surtout bien s'aligner, donc ça va peut-être mon 2e point, du coup. Bien s'aligner avec son associé sur ses objectifs, les objectifs, même personnels, hein, patrimonial, enfin, est-ce qu'on veut monter une boîte pour 20 ans? Est-ce qu'on veut monter une boîte, puis la revendre? Est-ce qu'on veut, enfin, voilà, donc ça, et après perpétuellement en rediscuter, ça c'est clé, mais et donc voilà, c'est le point de savoir exactement, quels sont vos objectifs en termes de lifestyle, en termes de qu'est-ce que vous voulez faire à moyen terme, ça c'est la base, vraiment, c'est hyper, hyper, hyper important. Hem, donc ouais, bien trouver son associé, bien réfléchir à quel type enfin, à titre personnel, quoi, ce que vous attendez de cette expérience, comment vous vous projetez, voilà, et j'en sais rien, j'ai pas de 3e point, en fait. Je pense que ces 2 points-là, C'est pas c'est grave, vraiment c'est les 2 déjà points bien. les plus importants. Ouais, Ouais, voilà. ça a permis de laisser un peu de temps pour une question, donc de Kyle Netnow, donc qui pose la question: «Formulation de la participation au moment de l'embauche». Donc comment tu formules ça? C'est d'abord tu fais quelques entretiens et après tu fais une proposition, ça se retrouve, dans ton offre? Comment tu t'en parles au moment de l'embauche? Donc tu veux dire des BSPCE, quoi? Ouais. Hem, bah, ça fait enfin, en gros, en gros, bon, nous maintenant, on a un peu une grille, quoi, en fonction des niveaux hiérarchiques des gens dans Mmh. l'entreprise, mais c'est vrai que ça, c'est récent. Enfin, donc au début, c'est clairement, donc je pense que déjà, il faut définir un pool, hein, de combien de pourcentage sont dédiés aux salariés, et ensuite, bah, ça fait partie de la négociation au moment de l'embauche. Donc nous, ce qu'on fait, c'est, souvent, on négocie un peu le salaire, quoi. Et en fait, la participation, c'est un truc qu'on lâche quand la personne veut négocier son salaire, quoi. C'est à ce moment-là qu'on sort la participation. Voilà, et on formule avec les termes que je vous ai donnés, quoi. C'est-à-dire, à quel point c'est friendly pour les employés, etc. Et la question suivante, c'est le pourcentage fixe du bénéfice. Alors là, non, on va donner juste un montant, généralement, on communique en nombre de BSPCE. Après, forcément, ça représente un pourcentage du capital, Ouais, global nous, de c'est la société. pourcentage du capital, ouais. Pourcentage du capital que tu multiplies par la valeur de la boîte, et qui dit: «Bah, voilà, ça représente X milliers d'euros», mais ouais, c'est du pourcentage du capital. Et la question suivante, c'est C'est est-ce qu'il faut la mettre dans les statuts? Mais là-dessus, alors vraiment, non, pas du tout. C'est quelque chose à prévoir, justement, pas forcément dans vos statuts. C'est une décision d'associé, clairement. Et nous, on vous permet de le faire sur site légal en générant tous les documents, associés. Donc là, s'il y a d'autres questions, quel NetNow, hésite pas à prendre un rendez-vous avec nos experts sur site légal et on pourra justement répondre à toutes tes questions sur ces aspects et t'aider si tu te poses la question de mettre en place un plan de BSPCE, ben, avec plaisir pour t'aider à le faire. Écoute, je pense que voilà, il est 58. On a passé un bon petit moment, ensemble à échanger sur tout, ton retour d'expérience, Stéphane. Je te remercie encore. Merci Merci, avec beaucoup plaisir. et je te souhaite une très bonne journée ainsi qu'à tout le monde et bon courage pour la suite de Fleet et pour, vos projets respectifs. Salut tout le monde. Salut Merci Stéphane. Florent. Merci. Salut, au revoir. Salut.